Alors dans cette vidéo, on va aborder le sujet du prêt immobilier. Si tu comptes acheter un bien immobilier, je vais te montrer comment faire pour constituer un dossier solide qui répond à tous les critères qu'un banquier attend pour pouvoir présenter le dossier auprès de sa hiérarchie. Je vais t'expliquer ce que les banques regardent réellement dans un dossier immobilier, comment optimiser au maximum la perception de ton dossier et également les pièges à éviter absolument pour pouvoir obtenir ton prêt immobilier. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais donner une checklist qui va te permettre de constituer parfaitement ton dossier immobilier. Alors avant toute chose, il est important de déconstruire le mythe qui est que la banque souhaite te prêter de l'argent pour que tu puisses acheter ton bien et que tu puisses accéder à la propriété. Donc pas du tout. Le but de la banque, c'est de faire des investissements à faible risque et d'avoir une certaine garantie, ou en tout cas optimiser au maximum la garantie que tu puisses les rembourser. Voilà, c'est le seul but, c'est le seul intérêt que la banque a à te prêter de l'argent. Voilà, c'est-à-dire que leur investissement leur revienne en tout cas de manière positive et pas de prendre des risques inconsidérés sur des dossiers qui peuvent être bancals. Voilà pourquoi des fois vous vous retrouvez avec des dossiers immobiliers qui sont refusés. C'est juste qu'en fait l'appréciation du risque qui a été effectuée sur votre dossier ne les a pas convaincus ou pense qu'effectivement c'est un dossier qui comporte des risques comparé à d'autres projets qui sont beaucoup moins risqués sur d'autres profils de clients ou d'autres profils de projets. Voilà, donc des fois, ne le prenez pas personnellement si vous avez un refus, c'est pas vous qui êtes refusé, c'est juste l'appréciation qui a été effectuée sur votre projet qui a apparu qui est apparu avec un risque un peu plus élevé que ce pourquoi ils veulent investir. Donc il y a trois leviers qui sont quand même clés donc, pour essayer de contrer au maximum cette perception du banquier que votre dossier est risqué. C'est votre capacité de remboursement. Il y a également la stabilité financière de votre profil et également votre comportement financier. Donc ça, ces trois leviers-là, si vous arrivez à les maîtriser, vous limitez au maximum les chances de vous manger un refus. S'il y a bien une phrase à retenir, c'est que le prix du bien compte beaucoup moins que ta capacité à rembourser le prêt ou à tenir les échéances sur 20 ans. Donc, concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que je t'ai dit qu'il y avait trois leviers à retenir. C'était la capacité de remboursement, d'où la phrase que je viens de t'énoncer. Tu dois convaincre ton banquier que tu as la capacité de rembourser sans difficulté l'échéance de prêt, que tu as une stabilité financière qui te permettra, enfin une stabilité financière ou même professionnelle, qui te permettra de rembourser ce prêt-là ou de le rassurer au maximum sur ta capacité de remboursement de ce prêt-là, mais également ton comportement financier. Donc ce comportement financier sera étudié à travers tes relevés de compte, comment tu épargnes. Donc j'ai fait une vidéo sur la capacité d'épargne, comment faire pour épargner. Donc ça c'est un sujet, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo un peu avant celle-ci, où j'explique comment faire pour épargner. Et ça c'est un critère qui est ultra important et qui est pris en considération par les banquiers. Donc là dans cette partie-là on a abordé ce que la banque veut vraiment. Là, on va aborder en gros les quatre critères principaux à analyser. Les quatre critères principaux analysés donc, par un banquier sont la capacité d'endettement. Donc, qu'est-ce que la capacité d'endettement? Ce sont les charges. Donc, ce que je peux considérer comme charge, c'est les chances de prêt futures que vous aurez. À rajouter à ça, les crédits à la consommation que vous avez. Si vous versez des pensions alimentaires, ce sont considérés comme des charges, donc ils vont aller également dans les charges que vous avez actuellement. À ça, donc vous le divisez à vos revenus et vous multipliez par 100, ça donne votre taux d'endettement. Donc si vous voulez calculer, faites un exemple, calculez ça à aujourd'hui, quelle est votre situation. Vous calculez votre loyer plus les crédits à la consommation que vous avez, ainsi que si vous versez une pension alimentaire, bah, du coup vous rajoutez cela aussi. Vous divisez tout ça par votre revenu, donc votre salaire, et ça vous donne votre taux d'endettement à aujourd'hui. Voilà, si vous voulez faire un petit exemple, vous pouvez tester.
Donc il y a une deuxième notion donc, dans la capacité d'endettement qui est importante, c'est le reste à vivre. Le reste à vivre est très important. Pour pouvoir respecter la règle des 35% d'endettement maximum, il se peut qu'il y ait également des exceptions, mais donc là on n'est pas là pour parler forcément, je suis pas là pour parler forcément des exceptions, mais plutôt pour ceux qui veulent un exemple, acheter leur première résidence principale. Ce qui sera respecté, c'est en général les 35%, à moins que vous ayez des revenus très importants et que vous ayez également des prêts à côté qui font que effectivement vous pouvez dépasser les 35% d'endettement. Là, éventuellement, si vous avez un reste à vivre qui est très important, imaginons que vous avez un reste à vivre à 3 000 euros, là, la banque peut se permettre de faire une dérogation sur ce genre de type de dossier. Voilà. Mais c'est pas forcément ce sur quoi les banquiers vont aller en général chercher, car effectivement il y a peut-être un peu plus de risques ou encore le risque est calculé différemment. Donc c'est une exception. On va le compter comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez rajouter à ça, si vous avez des enfants, 200 euros de charges par enfant sur vos charges que vous avez mensuelles. Ça, c'est une règle qui est appliquée. Donc, il faut savoir également que le minimum de reste à vivre que vous devez avoir, même si vous avez un 35% d'endettement. En général, selon les banques, ça peut varier, mais en général, il faut 700 euros minimum de reste à vivre pour pouvoir prétendre à un prêt immobilier, pour pas qu'en gros le banquier considère que votre situation est un peu fragile pour pouvoir vous permettre d'accéder à la propriété. Pour le deuxième critère, c'est la stabilité des revenus ou la stabilité de la situation professionnelle. Donc en ce qui concerne cet item-là, le banquier va regarder effectivement votre situation professionnelle, regarder si vous êtes en CDI. Le CDD en général, c'est plutôt un red flag, malheureusement. À moins que vous soyez dans une situation particulière, vous avez des CDD qui sont renouvelés depuis X temps, et que voilà, vous êtes dans une branche particulière qui fait que la plupart sont en CDD, mais qui ce sont des CDD renouvelés. Donc voilà. Ou sinon, si vous travaillez à Monaco, des fois vous êtes en CDI, mais bon, c'est une situation particulière parce que c'est un CDI, mais vous pouvez vous faire renvoyer du jour au lendemain. Donc il y a des situations particulières où il y a des adaptations particulières de la part du système bancaire. Concrètement, si vous êtes en CDI, donc en période d'essai, vous avez terminé votre période d'essai, là effectivement ça vous permet d'avoir une bonne note, quoi. Maintenant, il y a des personnes qui sont en freelance ou qui sont indépendants, qui sont intermittents du spectacle. Là, effectivement, il faudrait une certaine antériorité et avoir des revenus qui sont quand même assez réguliers et plutôt constants, et qui ne varient pas d'une année à l'autre. Là, parce que du coup, sinon, vous allez vous retrouver avec un banquier qui va considérer que vous avez un risque qui est quand même assez accru, donc de chances que vous ne puissiez pas payer à un certain moment donné votre prêt. Donc ça peut effectivement être préjudiciable et ça peut valoir effectivement un refus de la banque de vous suivre dans votre investissement. Et donc voilà. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc des tips pour pouvoir entreprendre sa reconversion professionnelle. Dites-vous que si demain vous vous lancez en freelance, c'est pas impossible que vous puissiez obtenir un prêt immobilier. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est une opportunité de pouvoir se reconvertir en France. Il y a des dispositifs que vous pouvez enclencher. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo pour pouvoir voir comment vous pouvez entreprendre votre reconversion professionnelle. Le troisième critère, et l'un des plus sous-estimés à mon goût, c'est le comportement bancaire. Donc, le comportement bancaire, c'est quand votre conseiller va scruter les 3 derniers mois de vos comptes pour effectuer donc un contrôle de votre comportement, comment vous gérez effectivement vos comptes, comment vous utilisez votre découvert autorisé, si vous avez des incidents de compte, donc c'est-à-dire si vous avez des commissions, des dépassements de découvert autorisé, si vous avez eu en général les gens vont appeler ça des agios, mais des commissions d'intervention sur vos comptes. Ça, c'est quand même des red flags. Voilà. Si sur les 3 derniers mois, vous n'avez pas pu gérer le fait d'avoir des commissions d'intervention sur votre compte, de dépasser le découvert autorisé, ça, c'est clairement un red flag, hein. Je vous le dis d'avance. Si vous avez des chèques qui sont impayés ou des prélèvements qui ne sont pas passés, qui ont généré des incidents de paiement, ça, c'est red flag. Voilà. Donc, il faut savoir qu'un projet, ça se prépare.
On ne se lance pas juste parce qu'on a vu une offre sur le Bon Coin. C'est un projet qui se prépare et le but c'est de voir son banquier et d'être très sérieux, de paraître très sérieux. Et c'est pas genre, uniquement sur un coup de tête que vous avez dit bah en fait hier j'ai commencé à aller sur le Bon Coin et j'ai regardé en gros les offres et j'ai vu une offre qui était intéressante donc du coup j'ai pris rendez-vous avec vous pour voir en fait comment je pourrais acheter ce bien là. Non, jamais de la vie, vous partez comme ça voir votre conseiller pour lui dire ça. Dans ce cas, si vous voulez plus d'informations, vous prenez un rendez-vous avec votre conseiller pour lui dire qu'effectivement vous préparez votre projet immobilier depuis un petit moment et que là vous avez vu un bien. C'est plutôt comme ça qu'il faut tourner la chose. Là j'ai vu un bien qui m'intéresse, donc j'aimerais bien savoir en gros si je peux éventuellement voir si c'est possible de pouvoir me lancer dans ce projet-là et me faire accompagner par vous. C'est comme ça qu'il faut le tourner. Il y a aussi le ratio entre les dépenses et vos revenus. Est-ce que vous dépensez beaucoup plus que les revenus qui rentrent chaque mois? Est-ce que vous avez de l'épargne et vous prenez souvent tous les mois de l'épargne pour compléter des dépenses que vous avez, des dépenses compulsives que vous pouvez avoir? Tout ça va être scruté. Et s'il y a une chose très importante que j'aimerais dire, c'est-à-dire que sur les 3 derniers mois, je vous invite, si vous jouez sur des paris sportifs, vous jouez au poker, etc., et que ça apparaît sur votre relevé de compte, arrêtez de faire ça. Comme pour jouer au casino également, il y a des choses sur lesquelles c'est red flag pour des conseillers bancaires, c'est-à-dire que c'est vu comme si vous avez des achats compulsifs. Voilà. Si vous pariez, c'est-à-dire que des fois, il se peut qu'il y ait un moment où vous allez quand même peut-être dépasser votre budget parce qu'il y en a qui parient et qui ont. C'est une addiction. Donc, ça, effectivement, si c'est visible sur votre relevé de compte, même si vous avez un CDI et que vous avez un bon comportement bancaire, mais que malheureusement, chaque mois, vous jouez quand même des sommes peut-être importantes, 200, 300 euros à chaque fois sur Winamax ou peu importe quel autre site de paris sportif, c'est red flag. Voilà. Et sachez que des fois, le conseiller ne va pas vous dire directement qu'il vous a refusé le prêt parce que vous jouez sur des paris sportifs. Non, il ne vous le dira pas. Il vous dira directement que il va vous donner une autre excuse. Malheureusement, le dossier n'est pas passé, ma hiérarchie n'est pas allée dessus. Voilà. Sachez-le que si vous êtes dans cette situation, vous avez déjà été dans cette situation-là, sachez que si vous jouez dans des paris sportifs, c'est peut-être pour ça qu'on vous a refusé le prêt. Et il y a aussi le crédit revolving. Donc, je vais faire une autre vidéo sur le sujet entre le crédit à la consommation et le crédit revolving. Donc, c'est-à-dire le crédit qui est sur votre carte bancaire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et donc, je vais faire une vidéo, je vais consacrer une vidéo là-dessus pour vous avertir et de faire bien attention à ce crédit revolving en question. Il faut savoir que la banque, ce qu'on achète, c'est un comportement en fait. C'est pas juste un bien immobilier. Vous achetez un comportement. Quand vous achetez un bien immobilier, il y a un comportement à avoir. Donc, ce comportement-là, il faut que vous l'ayez pour pouvoir accéder à la propriété. Voilà. Être responsable, se responsabiliser financièrement pour pouvoir obtenir ces prêts-là. Pour que la banque vous suive, il faut que vous vendiez votre comportement en fait. Voilà. Si vous vendez votre comportement, votre banque va acheter ce comportement-là. Ce que vous vendez, c'est vous. C'est pas juste le fait que vous achetez un bien et que voilà votre projet est intéressant. Non, non, c'est la banque investit sur la personne qui est derrière le projet. Donc, faites très attention à bien gérer. Donc, faites attention aux achats compulsifs 3 mois avant effectivement que vous fassiez votre prêt ou avant de donner les 3 derniers bulletins vos 3 derniers relevés de compte à votre conseiller. Le ratio des dépenses sur les revenus, veillez à ce que vous ne dépensiez pas plus d'argent que les revenus que vous avez. Ne pas avoir d'incident de paiement, ne pas avoir de commission d'intervention sur les comptes, ne pas avoir de découvert autorisé dépassé pendant les 3 derniers mois, sachant que le conseiller peut se réserver le droit de regarder antérieurement aussi, peut-être 6 mois avant, comment vous vous comportez. Des fois, moi, effectivement, la plupart du temps, ce que je faisais, c'était que je regardais les 6 derniers mois pour voir en gros réellement si les 3 derniers mois sont vraiment le reflet du comportement que vous avez au quotidien. Voilà. Ça, c'est des choses sur lesquelles je dirais que pour moi cet item-là est l'un des plus importants et l'un des plus sous-estimés quand effectivement on prépare un projet immobilier.
Quatrième item, je dirais que c'est l'apport personnel et les frais annexes. Donc ce qu'il faut savoir quand même pour préparer son projet immobilier, c'est que il faut que vous ayez un certain apport. Donc l'apport doit couvrir les frais de notaire, les frais de dossier. Donc il faut savoir aussi que les frais de dossier sont négociables. Donc tous les frais de dossier que on va dire votre conseiller bancaire va vous mettre sur la table, peut-être 2000 euros de frais de dossier, non. Là, 2000 euros de frais de dossier, il ne faut pas déconner. C'est un montant qui est très important. Vous pouvez le négocier largement à la baisse. Il faut savoir que chaque banque met un minimum de frais de dossier qu'ils peuvent vous accorder. Donc, un minimum de frais de dossier sur lesquels ils ne peuvent pas déroger, ils ne peuvent pas descendre en dessous. Maintenant, 1000 euros de frais de dossier, je pense qu'ils peuvent largement faire un geste. Vous pouvez négocier cet item-là. En ce qui concerne le taux du prêt immobilier, c'est pareil. Il y a des taux minimums, il y a des taux planchers sur lesquels ils peuvent aller au maximum jusqu'à ces prêts planchers. Maintenant, pour pouvoir accéder à à ces taux planchers, faut savoir que mieux vous êtes noté en tant que client. Donc si vous êtes noté BAL 1, là c'est sûr que si vous avez une note BAL 1, forcément là vous avez une meilleure capacité de négociation avec votre conseiller bancaire parce qu'il voudra vous garder en tant que client. Vous êtes un bon client, vous êtes sûrement aussi un bon payeur et un bon gestionnaire de vos comptes. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle il voudrait se séparer de vous et ne pas investir sur vous. Donc ça, il faut le retenir aussi. Donc les frais de notaire, c'est environ 7 à 8%. C'est à peu près 7 à 8% du montant de l'acquisition du bien. En ce qui concerne les frais de dossier, moi à l'époque c'était 500 euros minimum. Mais en général, bon, ça dépend des banques, il se peut qu'ils n'aillent pas jusqu'à là. Et il y a aussi les frais de cautionnement. Donc le cautionnement, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est soit vous passez par une garantie réelle, donc c'est-à-dire que vous hypothéquez votre bien, donc vous passez par le notaire. Le notaire va mettre une hypothèque sur votre bien. Et en cas d'impayé, donc il se peut le notaire a le droit se voit le droit de saisir votre bien pour le mettre sur le marché, mettre votre bien aux enchères pour pouvoir rembourser la banque. Les banques sont moins intéressées par cette option-là, ils sont plus intéressés par passer par une société de cautionnement. Pourquoi? Donc passer par une société de cautionnement, c'est une garantie pour la banque dans la mesure où s'il y a un contentieux, vous n'arrivez plus à payer votre prêt et que vous vous retrouvez dans la capacité de payer votre prêt, la société de cautionnement rembourse directement la banque. Et le contentieux, vous, se passe avec la société de cautionnement. Voilà comment ça se passe et voilà pourquoi les banques préfèrent passer par une société de cautionnement plutôt que passer par une garantie hypothécaire parce que du coup, ils ont beaucoup moins de chances de récupérer l'argent qu'ils ont investi si effectivement le bien est vendu aux enchères et qu'il est vendu à perte. Voilà. Donc ça, c'est des critères qui sont très importants. Et il y a aussi une chose qui est très importante à noter, c'est l'épargne après projet. Donc ce qui est très très important, c'est l'épargne après projet. Le conseiller bancaire, si vous voulez qu'il ait une certaine garantie, une certaine sérénité pour pouvoir vous accorder en tout cas votre prêt immobilier, il faut que vous ayez quand même un matelas de confort quand même après avoir avoir lâché une grosse partie de votre apport. En général, je dirais peut-être 5000 euros après projet, au moins pour dire que si vous avez un pépin et que vous pouvez vous retrouver, imaginons sans emploi pendant un mois ou deux, vous avez la capacité de pouvoir rembourser votre échéance de prêt. Donc ça, c'est très important de le noter. Les banquiers ne sont pas très confiants d'accepter de financer un prêt où la personne va injecter la totalité de son apport dans un projet. Voilà, donc ça c'est un élément qui est très important à retenir. Alors, pour les documents qui sont indispensables, je dirais documents indispensables et également posture indispensable. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez voir votre banquier, je dirais qu'il est important de bien se vêtir. Voilà. Je préfère le dire parce que ça commence déjà par l'apparence. Déjà dans la salle d'attente,
On peut voir une personne qui a envie En fait, c'est comme un entretien d'embauche, en fait, hein. C'est vraiment un entretien d'embauche. Quand vous allez voir votre banquier avec vos documents, il y a aussi une posture à avoir et montrer que c'est sur vous qu'il faut investir pour rapport à votre projet immobilier. Voilà, c'est comme si moi, je suis en tant que banquier, j'ai une enveloppe d'argent, une enveloppe de cash à qui je peux prêter de l'argent pour investir dans un projet. Il faut que vous montriez que vous êtes quelqu'un sur qui je dois investir. Et pour ça, ça commence par l'apparence. Parmi les documents indispensables, il y a donc vos 3 dernières fiches de paye, les 3 derniers relevés de compte. Donc même si c'est une banque externe, quand je dis une banque externe, c'est pas votre banque principale à vous, donc vous allez démarcher une autre banque. Il va vous falloir ça. Il va vous falloir votre avis d'imposition. Donc en général, moi je demande les 2 derniers avis d'imposition pour voir s'il y a une différence de revenus, ou des revenus qui sont en évolution par rapport à l'année précédente. Votre projet, si vous avez un compromis ou si vous avez une estimation du bien, la surface, la localisation, pourquoi vous décidez d'acheter ce bien-là. Donc en fait, il y a plein d'éléments. En fait, plus vous donnez d'éléments à votre banquier, plus il sera en mesure de pouvoir justifier auprès de sa hiérarchie pourquoi il souhaite investir sur votre projet à vous. Et pour ça, donc moi ce que je dirais par rapport au projet, c'est de faire un avis motivé. Donc un avis motivé, c'est que vous prenez une feuille, vous allez sur Word et vous expliquez la situation dans laquelle vous êtes. Ça c'est ultra important. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la société de cautionnement qu'on va solliciter va nous demander un avis motivé, de rédiger en gros la situation du projet, donc votre situation, mais également une description de votre projet. Et c'est à nous de bien rédiger cette chose-là. Si vous voulez mâcher le travail de votre banquier, le banquier a beaucoup de temps, il a une grosse charge, de travail, il n'a pas beaucoup de temps, ce que je veux dire. Donc si vous pouvez lui mâcher le travail au maximum, effectivement déjà, donc il va directement penser que vous avez un dossier qui est solide et qui serait réfléchi. Et en plus de ça, ça va le mâcher le travail. Il se peut que vous ayez une réponse beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez. Donc, je vous invite à faire un avis motivé. Dans cet avis motivé, vous donnez nom, prénom, etc. Votre situation familiale, vous décrivez votre situation familiale. Bah écoutez, moi je suis pacsé, j'ai 4 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai pas d'enfants, je travaille dans cette entreprise depuis 8 ans. J'ai gravi les échelons progressivement qui aujourd'hui me mènent à une situation professionnelle stable, une situation familiale et une situation financière stable qui me permet aujourd'hui de pouvoir me lancer dans ce projet immobilier. Et donc du coup, j'ai tant de revenus. Donc de ce que j'ai analysé, c'est que actuellement, le bien est à ce prix-là. J'ai réussi à négocier à tant de prix. Voilà. Essayez peut-être pas de trop rentrer dans les détails, mais de donner des éléments qui sont factuels par rapport à votre situation. Vous indiquez combien vous avez d'épargne de côté. Dans cet avis motivé-là, vous mettez le maximum d'éléments pour pouvoir donner une situation la plus claire possible à votre banquier pour qu'il comprenne le contexte. Il faut savoir que peut-être dans un mois, votre conseiller va rencontrer un certain nombre de personnes sur la thématique du prêt immobilier. Beaucoup de personnes veulent investir. Beaucoup de personnes ont des projets immobiliers. Vous allez vous démarquer parce que pas toutes les personnes font ça. Pas toutes les personnes vont voir leur banquier, donc bien vêtu, etc. Il va se rappeler de vous parmi peut-être les 5 à 10 rendez-vous qu'il a eu par rapport au projet immobilier ce mois-ci. Pour pas qu'il vous oublie et que vous marquiez les esprits, c'est comme un entretien d'embauche, comme je vous ai dit. Préparez au maximum votre entretien et venez avec des éléments que les autres n'ont pas fait et il aura envie de se battre pour votre projet. Parce que le banquier, c'est lui clairement qui se bat pour les projets de ses clients. S'il veut faire passer un projet et qu'il est déterminé à vouloir faire passer un projet immobilier parce que ça le tient à cœur, parce que vous avez réussi à toucher votre banquier, il va faire en sorte que votre prêt soit accepté. Alors, n'oubliez pas aussi pour la capacité, un tableau de charge donc pour votre capacité, pour étudier votre capacité, si vous avez des crédits en cours, si vous avez des tableaux d'amortissement par rapport à ces prêts-là.
mettez-le dans le dossier. Votre contrat de travail, une attestation de travail à la limite, donc comptable, c'est-à-dire votre employeur vous fait une attestation comme quoi vous gagnez tant de salaire, vous êtes dans l'entreprise depuis tant d'années, enfin depuis telle date, et voilà, vous êtes sous quel contrat. Si vous pouvez avoir ça, ça ramène un élément supplémentaire. Dites-vous dans votre tête que plus la banque a des infos sur votre projet, moins elle a de doutes. Et moins elle a de doutes, moins elle prend de risques. C'est comme ça qu'il faut agir et c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut que vous dites une chose. Plus la banque a des infos sur votre projet, moins elle a de doutes. Donc c'est-à-dire que si demain vous aviez cet argent que vous demandez à la banque, est-ce que vous vous prêteriez l'argent ou est-ce que vous prêteriez cet argent-là à un ami à vous qui vous expose son projet avec le moins d'éléments possible. On parle de sommes qui sont quand même importantes. Donc c'est normal que la banque vous demande un maximum d'infos pour pouvoir être rassuré. Vous feriez pareil si un ami à vous vous demandait 2000 € et qu'il ne vous donne pas d'infos, en tout cas sur ce qu'il va en faire, ou peu importe, hein, puisque s'il faut, il va parier avec cet argent-là. Donc le risque est vraiment très important pour que vous ne retrouveriez pas votre argent. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les erreurs qu'il faut absolument éviter pour ne pas avoir un dossier refusé dès le premier rendez-vous. Voilà. Il ne vous le dira pas directement, mais la prochaine fois qu'il va vous appeler, il va vous annoncer directement que votre projet ne passera pas. Voilà. C'est un red flag direct. Donc, concrètement, quand vous avez enclenché un crédit revolving avec un certain montant, il se peut que ça puisse être un red flag pour certains conseillers. Voilà. Le crédit revolving, c'est uniquement de l'impératif. C'est-à-dire que là, vous attendez votre salaire, vous avez un imprévu qui tombe. Voilà, le crédit revolving sert à ça. Il ne sert pas du tout à financer un ordinateur. Il ne sert pas du tout à financer quelconque achat que vous avez à faire. Il sert uniquement à combler des trous, c'est-à-dire des imprévus. Voilà. Maintenant, si vous avez un crédit revolving depuis un certain nombre de temps, des années, là c'est très problématique. Et il se peut que, selon les conseillers que vous avez, il y en a qui vont être très conciliants et faire en sorte que ce crédit-là soit recouvert, ou il faut le recouvrir avant de pouvoir se lancer dans le projet immobilier. Mais il y en a pour d'autres pour qui c'est un red flag. Voilà. L'absence d'apport, oubliez direct. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter un bien si vous n'avez pas d'apport. Donc, si vous avez de lourdes charges aussi également, si vous avez des charges qui sont beaucoup trop importantes, des crédits conso à l'appel, vous avez souscrit des crédits conso dans plusieurs organismes, ça c'est red flag. Voilà, oubliez direct. Votre comportement bancaire est instable, donc sur les 3 derniers mois, c'est le minimum. Le minimum, c'est que quand vous lancez dans un prêt immobilier, c'est que ce soit préparé au moins depuis les 3 derniers mois et que votre relevé de compte soit le reflet de cet engagement-là. Voilà, donc vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à faire des achats compulsifs pendant la préparation d'un prêt immobilier. Le fait de ne pas avoir d'épargne après projet, ça aussi c'est très important. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'épargne après projet, c'est-à-dire vous retrouver avec juste 500 € alors que vous avez mis l'intégralité de votre épargne pour pouvoir constituer l'apport. Ça, ça peut être un red flag. Donc ces 3, 4, 5 erreurs majeures que je viens de citer, ce sont des erreurs où il faut rapidement corriger en tout cas le tir si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez un projet immobilier à court terme. Ou sinon, si vous avez un projet à pas pour maintenant, ce sont des éléments où il faudra faire très attention au moment où vous allez vous lancer dans un projet immobilier. Pour optimiser en tout cas, avant de pouvoir formuler votre demande auprès de votre banquier, optimiser votre dossier, il y a des actions concrètes à mettre en place, donc à savoir mettre de côté 3 à 6 mois à l'avance, donc, et encore je dirais même bien avant ça, hein, parce que pour pouvoir constituer votre apport, mais en tout cas, outre l'apport, mettre de côté en gros pour l'après-projet. D'accord? Pour pouvoir mettre sur la table que, bah écoutez, même si je mets 15 000 € d'apport, j'aurai la capacité quand même après à avoir, donc à continuer à mettre de côté, mais également j'ai un portefeuille, on va dire, de 5 000 € qui me permettra de pallier aux éventuels imprévus. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même des gros plus dans un dossier immobilier.
à présenter dans un dossier immobilier. Donc stabiliser son compte bancaire, son comportement bancaire également. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans les erreurs qui sont majeures, il faut montrer une bonne présentation de votre comportement bancaire. Et ça passe par déjà un minimum, c'est les 3 derniers mois, ne pas avoir de folie en tout cas sur les 3 derniers mois. Réduire donc les crédits à la consommation. Si vous pouvez liquider vos crédits à la consommation avant de vous lancer dans votre prêt immobilier, c'est la meilleure chose à faire parce que du coup ça va impacter votre taux d'endettement. Si vous voulez emprunter au maximum de votre taux d'endettement, il faudra liquider les crédits conso parce que ça va empiéter sur votre projet immobilier malheureusement. Et pour optimiser, comme je vous ai dit, faites un avis motivé ou faites un descriptif total de votre situation. Faites une page, hein, pas besoin de rédiger 2-3 pages. Après, si vous voulez rédiger 2 pages, si vous êtes dans un projet un projet locatif, pourquoi pas bien détailler votre projet immobilier. Il y en a qui sont déjà venus dans mon bureau avec des maquettes de leur projet. Là, je vous dis, et là, effectivement, on voit directement le caractère sérieux de l'investisseur. Et là, c'était pour du locatif. Donc, plus vous faites les choses en grand, plus vous avez de chances de pouvoir obtenir un prêt accepté. Le conseiller bancaire est à séduire en fait. Il faut le séduire d'une manière ou d'une autre, montrer que vous êtes sérieux et que vous êtes vraiment une personne sur qui il peut investir. Voilà, c'est clairement la chose qu'il faut garder en tête par rapport à toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui. Donc en conclusion, donc un bon dossier, c'est quoi? Un bon dossier, c'est un mélange de stabilité, un mélange de bon comportement bancaire, mais également de transparence avec votre banquier. Plus vous donnez aussi beaucoup d'informations sur votre projet à votre conseiller bancaire, plus il aura de chances que votre dossier soit accepté. Voilà. Et plus il aura de chances d'être séduit par le fait ou d'être touché par votre projet immobilier ou par votre personne, donc il va vouloir s'arracher pour que vous puissiez avoir votre investissement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut clairement que vous séduisez votre banquier. Et pour ça, ça passe par gérer bien ses comptes. Ça passe par avoir un apport pour son projet, montrer que votre projet est préparé. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut retenir avant, pendant et après avoir constitué son projet immobilier. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder le sujet du crédit revolving, mais également du crédit à la consommation. Je déconseille fortement d'utiliser le contenu du crédit revolving. Donc je vais vous expliquer pourquoi et quelle est la différence entre les deux crédits. Donc je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner. Voilà, mettez un like pour la force. Et voilà, je vous remercie pour le visionnage et à bientôt.